Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qu'on surnomme la précieuse du savoir, la précieuse de la science, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'espère que ça vous tient à cœur aussi. En tant que jeune femme musulmane, en tant que jeune étudiante musulmane, je pense que c'est important parce que à travers le portrait de cette femme savante, on voit la réelle place qui est accordée aux femmes dans l'histoire, dans l'identité, dans l'histoire et dans la civilisation musulmane en fait. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil 'ibad. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une savante que je trouve très impressionnante. Moi, je trouve cette femme très impressionnante. Moi, c'est Limay qui vit au XXIe siècle. Mais je pense qu'une femme qui vivait à son époque, pour elle, c'était quelque chose d'anodin. D'accord ? Une femme pouvait avoir ce profil-là assez facilement. Donc, il s'agit de Nafisa bint al-Hassan. D'accord ? Donc, elle est née en 145, après l'Hégire. Elle est née à la Mecque. Et 4 générations la séparent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une de ses descendantes. D'accord ? Donc, en fait, c'est son arrière-petite-fille. Elle grandit à Médine, son père était alors gouverneur de la ville, elle y passe toute sa jeunesse et pendant cette période où son père était gouverneur, en fait, elle étudie dans la cour des grands oulémas. Les grands oulémas de son époque étaient, les oulémas c'est quoi? C'est les savants. Les grands savants de son époque étaient ses enseignants et elle grandit en fait à jouer dans la mosquée, à écouter les grands savants, etc. Et c'est surtout son père qui va jouer un rôle important, qui va l'inciter à suivre cette voie de l'apprentissage de la science islamique, parce qu'il va l'emmener partout où il va. Il va lui permettre d'accéder aux informations directement dans la cour des oulémas en fait. À l'âge de 6 ans seulement, qu'elle décide d'étudier, elle se dit ça y est, c'est bon, moi je vais étudier, je vais apprendre les sciences islamiques. Et à 10 ans, elle avait déjà mémorisé le Coran dans sa totalité. Donc elle est devenue ce qu'on appelle Hafiz. Donc elle a mémorisé le Coran, mais c'est surtout la jurisprudence islamique qui va la captiver. La jurisprudence, c'est quoi? C'est tout ce qui est ilmihal, d'accord? C'est grosso modo, c'est aujourd'hui comment on doit prier, est-ce que c'est farz, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est sunna, est-ce qu'il faut le rattraper, etc., etc. Donc c'est ça qui va la captiver, et si bien que en fait, très jeune, elle va gagner une certaine aisance à expliquer les versets et les hadiths avec précision, d'accord? À 12 ans, elle devient prédicatrice auprès des femmes et des filles de Médine. À 12 ans, c'est elle qui fait les dars, les assises. Le fait de vivre à Médine, là où repose notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son arrière-grand-père, ça va lui permettre de lui rendre visite régulièrement, de trouver auprès de lui la foi, la motivation à continuer, parce que c'est pas facile non plus d'acquérir ce savoir, de mémoriser, de fournir ce travail. Donc très vite, sa réputation va gagner les alentours. Et elle était vue comme un modèle de piété, d'abstinence par la communauté musulmane grandissante. À l'âge de 16 ans, elle se marie, et l'âge de 16 ans, pour l'époque, c'est pas choquant comme ça pourrait l'être aujourd'hui. Vous avez vu, à 6 ans, elle a déjà décidé de faire des études, à 12 ans, elle est déjà prédicatrice, et à 16 ans, finalement, elle se marie. De ce mariage, elle va finir par avoir 2 enfants, et tellement elle maîtrisait la science du hadith et le fiqh. Le fiqh, c'est en quelque sorte le droit musulman. On va l'appeler la précieuse du savoir. D'accord ? Donc ça, c'est le surnom qu'on retient d'elle. Donc la science du hadith et le fiqh, ce sont des sciences très importantes en islam. Déjà la science du hadith, pourquoi ? Parce que ça nous permet de connaître au mieux notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permet de pouvoir imaginer comment il aurait réagi à certaines situations aujourd'hui. Mieux on le connaît, mieux on appréhende son message, mieux on l'applique en fait. Et le fiqh, c'est aussi important parce que c'est ça qui va construire en fait le droit musulman. Et aujourd'hui encore, beaucoup de pays musulmans se basent sur ce fiqh-là. D'accord ? Donc comme toujours, comme à toutes les périodes de l'histoire, vous verrez, s'il y a un pouvoir quelque part, il y a des gens qui vont se concurrencer pour obtenir ce pouvoir. On est d'accord ? Quelle que soit la période, ça existe. Et à l'époque de Nafisa bint Hassan, ça a existé aussi.
Et ces luttes intestines ont eu des impacts sur les savants, d'accord? Donc, comme beaucoup de savants avant et après elle, elle aussi, elle a dû s'exiler. Donc, elle a dû quitter sa patrie. Et finalement, elle a décidé de partir pour l'Égypte. Et là, elle a été accueillie en triomphe, tellement elle était connue pour son savoir, pour son lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc ici, sa réputation, elle est si importante que les Égyptiens ont pris pour un honneur et un immense cortège va l'accueillir. Et elle a dû prendre, dites-vous, toute une journée pour saluer et accueillir les gens qui sont venus des 4 coins d'Égypte pour la rencontrer. Donc c'était une star. D'accord? C'était carrément une star à l'époque. Elle recevait tellement d'étudiants, que ce soit des hommes ou des femmes, donc elle recevait tellement d'étudiants à ses cours qui se déroulaient chez elle, qu'elle en était dépassée en fait. Elle n'avait plus le temps pour sa propre pratique cultuelle et elle commençait à se dire mais faut que je mette un terme à tout ça, etc. Et ça commençait à poser un problème parce que les Égyptiens ils voulaient pas la laisser partir. Elle se disait bon moi je vais peut-être retourner à Médine parce qu'ici j'arrive plus. J'ai plus de temps pour ma propre vie religieuse. Et donc, le gouverneur de l'Égypte, il intervient. On met en place un système. Déjà, il met à sa disposition un lieu plus grand où elle pourra accueillir mieux. Et on met un système en termes d'organisation du temps. Et elle propose 2 jours pour ses étudiants et le reste de la semaine, elle se consacre à sa propre vie religieuse. Donc ça va la soulager et finalement, elle va accepter de rester au Caire. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que l'imam al-Shafi, ça vous dit quelque chose? L'imam al-Shafi, c'est le fondateur, si vous voulez, de l'école shafi'ite. L'école shafi'ite, c'est une des 4 écoles juridiques de l'islam. D'accord? On a beaucoup de shafi'ites en Turquie, en Asie centrale. Et donc, l'imam al-Shafi, c'est un des élèves de Nafisa bint al-Hassan. Il a passé, si on met bout à bout, il a passé 4 ans de sa vie auprès d'elle pour échanger, débattre, apprendre d'elle en fait. L'imam Hanbal aussi, c'est aussi le fondateur d'une autre école juridique de l'islam. L'imam Hanbal aussi fait partie des élèves de Nafisa bint al-Hassan. Donc, vers la fin de sa vie, quand elle tombe malade, elle écrit à son mari, qui était loin d'elle, pour qu'il la rejoigne. Et c'est alors qu'il vient à son chevet, accompagné de leurs enfants. Et quelques années plus tard, elle finit par décéder. Toute l'Égypte était en deuil. C'était vraiment un événement qui a marqué les Égyptiens. Et il y a eu un énorme rassemblement devant chez elle au Caire. Une mosquée même fut construite auprès de sa tombe. Et aujourd'hui encore, elle reçoit énormément de visites. Et pas que des femmes, mais aussi des hommes qui ont un profond respect pour cette personne, par son savoir, par sa science, par sa connaissance, par son attachement à la religion. Donc aujourd'hui, Nafisa bint al-Hassan, c'est une personne très importante pour nous, pour l'histoire de l'islam, pour l'édification de cette civilisation islamique. Donc cette vie exemplaire, elle a été entravée par des difficultés morales et matérielles que nous, on n'a pas aujourd'hui. C'est quoi? Aujourd'hui, si vous voulez aller quelque part, hop, vous prenez un billet d'avion, vous êtes là-bas en 2 heures, 3 heures, même s'il y a des milliers de kilomètres qui peuvent vous séparer de cet endroit. L'accès aux informations grâce au réseau numérique, grâce à Internet, etc., se fait très facilement. À l'époque, pour avoir un manuscrit, il fallait parcourir des milliers de kilomètres. Pour pouvoir acquérir la science, il fallait être dans la cour d'un grand savant. Aujourd'hui, on n'a plus toutes ces difficultés matérielles. Et du coup, moi, en lisant son parcours, je me suis demandé ce que Nafisa aurait accompli si elle avait les facilités qu'on a nous aujourd'hui. Vous imaginez, avec toutes les difficultés qu'elle avait à son époque, elle a réussi à devenir une savante aussi importante. Mais si elle avait eu Internet, elle avait eu tous les bouquins auxquels on a accès aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait réussi à accomplir? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et du coup, une des réponses que je me suis donnée, c'est qu'une chose est sûre, elle ne se serait pas arrêtée là où beaucoup d'entre nous, on s'arrête, là où beaucoup d'entre nous se contentent. Elle aurait été beaucoup plus loin. Et en fait, le but de cette assise, c'est surtout de nous motiver, de nous faire prendre conscience que, avec toute la chance et toutes les facilités dont on dispose, tous les atouts dont on dispose, on devrait aller au-delà de nos limites. On devrait aller au-delà de nos forces. On devrait pouvoir le faire, en fait. Seulement par amour pour Allah. Voilà. Merci pour votre attention.